Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Pascal Martin. Salut Pascal, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut, je m'appelle Pascal Martin, je suis Principal Engineer chez Bedrock Streaming à Lyon. Ça fait une quinzaine d'années que je bosse, j'ai fait une dizaine d'années en développement web, notamment PHP et son écosystème. Et puis après j'étais lead d'une équipe DevOps pendant 4 ans, notamment pendant le télétravail du Covid. Et puis j'ai changé de poste il y a un petit mois. Ok, et en fait c'est d'ailleurs pour ça que je t'invite sur ce podcast, parce que j'ai lu ton article de blog sur le Covid où tu racontes un petit peu ton expérience. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton poste tel qu'il était avant, et puis comment s'est passée la transition vers forcée en fait du coup. Sur ce podcast on parle beaucoup de ce que c'est que le télétravail et de aussi ce que c'est que le télétravail pendant le Covid, et qu'en fait c'est pas du tout la même chose de faire du remote parce qu'on a voulu le faire ou du remote forcé. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton expérience là-dessus ? Tout à fait. Effectivement, cet article, je l'ai pas appelé télétravail, je l'ai appelé pire que du télétravail, parce que j'avais un peu l'intuition que c'était pas vraiment du télétravail. Le télétravail, c'est pas quelque chose que je pratiquais beaucoup avant le Covid. J'en faisais, je sais pas, entre 2 jours et 5 jours par an, on va dire, de façon pas vraiment officielle. D'accord. Des fois, dans des vies précédentes, c'était parce qu'à 17h, je pétais un plomb parce que j'avais pas réussi à bosser de la journée tellement il y avait de bruit dans l'open space, et je claquais la porte, j'entrais chez moi et je disais demain vous me verrez pas. Et ça m'est arrivé d'avoir mon manager le lendemain qui m'envoie un message c'était sur HipChat à l'époque, et qui me fait salut Pascal, t'es pas là, qu'est-ce qui se passe? Je lui fais hier j'ai dit que je me cassais, que je rentrais chez moi et que je venais pas, parce que j'arrivais pas à bosser. Ouais. Et trouver le moment magique où le soir, après une journée de télétravail, c'est 17h et tu te dis j'ai plus rien à faire. J'ai fait 1 jour et demi de travail aujourd'hui parce que personne m'a embêté. Alors c'était vraiment un jour de temps en temps, c'était vraiment exceptionnel, mais c'était la seule expérience que j'avais du télétravail. Et j'utilisais ça vraiment pour échapper aux distractions de l'open space, quoi. Et puis est arrivé le Covid. Le discours de notre président, je crois, était un jeudi soir, et ce jeudi, c'était le dernier jour où j'ai été au bureau pendant très longtemps, puisque le vendredi, j'y suis pas allé, et puis je suis plus retourné après pendant un bon moment. Okay. Et j'ai compté quand j'ai rédigé un article là en juin cette année, que j'avais travaillé 235 jours pendant le Covid, dont des séries de 69 et 84 jours. Donc je suis passé de 2, 3, 4, 5 jours par an à 84 jours d'affilée en télétravail. Et c'était pas du tout préparé. Vraiment... C'était pas du tout préparé. Ah non, c'était pas vraiment préparé. Cela dit, j'ai eu pas mal de chance. Donc je bossais en tant que lead DevOps chez Bedrock. Donc on nous connaissait avant sous le nom M6 Web à Lyon un petit peu plus. Ouais. Et les dernières années, on a bien grossi chez M6 Web puis Bedrock. Et sur les derniers mois, mon équipe était répartie sur 2 bâtiments, parce qu'on avait 2 bâtiments et 3 étages. On avait 2 open space sur 2 étages et un open space à 400 mètres des 2 autres. Et comme mon équipe, en tant que DevOps, on bossait beaucoup avec nos collègues développeurs, tous les matins, on savait pas où allait être notre équipe. Donc j'arrivais des fois dans un bureau et j'étais le seul de mon équipe dans ce bureau, et des fois j'arrivais dans l'autre open space et on était 5 là, parce qu'on s'était pas concerté la veille, et donc c'était assez marrant, mais surtout ça nous avait fait prendre des habitudes, je vais pas dire de remote, mais de travail un petit peu distribué. Ouais. Donc on savait que nos morning meetings, on n'était jamais tous ensemble au même endroit. On savait que pour faire du pair, soit il fallait marcher pendant 10 minutes, le temps de descendre d'un côté, remonter de l'autre côté, faire ton sac, défaire ton sac, soit juste on faisait un call et on codait en pair en call, quoi. D'accord. Donc on avait déjà un petit peu cette habitude. Et en débriefant au bout de quelques semaines de Covid, on s'est rendu compte que le télétravail du Covid, donc le télétravail pire que du télétravail, on le vivait pas si mal, parce qu'on avait déjà des choses qu'on savait faire sans s'en être rendu compte. Et quand on comparait avec des collègues d'autres équipes qui étaient tout le temps en présentiel, tout le temps ensemble, tous les 6 ensemble tout le temps, ils avaient dans certaines équipes des difficultés que nous on a beaucoup moins eues.
Ok. Alors bien sûr, qui dit Covid dit on s'inquiétait pour nos familles, on s'inquiétait pour nous-mêmes. Certains d'entre nous avaient des gamins qui étaient à côté. Enfin, c'était pas facile et c'est pour ça que j'appelle ça pire que du télétravail. Mais avoir déjà travaillé un petit peu en mode distribué, ça nous avait pas mal aidé. Ok. Du coup, donc vous faisiez déjà du pair programming à distance, même si c'était une petite distance, mais quand même à distance. Tu disais les meetings aussi, donc les stand-up peut-être le matin, tu les faisais aussi en call. Ouais, tous nos morning meetings, les 4 jours de la semaine, on les faisait en call. Donc Ok. des fois, il y avait 4 personnes dans un bâtiment et un de l'autre côté, et puis des fois inversement, et puis des fois 2 d'un côté, 2 de l'autre, enfin peu importe quoi. On essayait de faire nos points hebdomadaires, donc un peu l'équivalent des rétrospectives Scrum, sauf qu'on n'était pas en Scrum, on faisait un point d'1 heure toutes les semaines le vendredi. Ok. On essayait de les faire en présentiel. Et on n'était pas toujours tous en présentiel, mais une fois sur 2, on était tous en présentiel à peu près. Ok. Donc ça a un petit peu changé quand on est passé en vraiment full remote ces points hebdomadaires. Là, on était vraiment tous à distance, donc ça a un petit peu changé. Les morning meetings, ça a peu changé. Ce qui a changé par contre avec le passage en télétravail, en full télétravail, c'est qu'on s'est mis après quelques semaines à faire une pause café. Ah oui. Donc sur notre Google Meet où on faisait notre morning meeting à 9h30, on l'ouvrait dès 9h15 pour prendre un café ensemble pour ceux qui voulaient. Pour reprendre un peu du Et lien. en Quoi. général, on avait ouais, c'est ça parce on s'est rendu compte qu'on se voyait plus et qu'on avait moins de discussions informelles et moins de discussions hors boulot quoi. Ouais. Et du coup, quels sont les outils que vous avez dû mettre en place en plus des outils qui étaient déjà en place avant le Covid? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû rajouter au fur et à mesure? On a peu rajouté d'outils, on a un petit peu changé la façon dont on les utilisait. D'accord. On utilise Slack tout le temps pour communiquer depuis très longtemps, Google Meet régulièrement. On avait dans nos salles de réunion des écrans de vidéoconférence parce qu'une partie de l'entreprise est à Paris, donc on avait aussi une petite habitude de bosser avec des Parisiens assez souvent. D'accord. Ce qu'on a rajouté après plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, on s'est rendu compte que certaines discussions avec nos collègues d'autres équipes devenaient un petit peu plus difficiles, des fois un petit peu plus énervées peut-être par écrit. Vous voyez des messages un peu acides parfois si je puis dire sur Slack. On s'est dit mais c'est pas cool ni pour eux ni pour nous et on est collègues et on s'aime bien quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on s'envoie des commentaires un peu acides? Je dis pas méchants, je dis un peu acides. Pas méchants non plus. On s'est dit mais en fait des fois plutôt que de discuter et on sait que l'écrit c'est froid, bah juste quand ça fait un moment qu'on discute et qu'on s'entend pas vraiment ou qu'on se comprend pas, on fait un call, on s'appelle, mais on met une caméra souvent, on parle. En général, le call, il commence par 30 secondes de salut, comment tu vas? Bah, ça va bien, ou moi j'ai mes gamins qui courent, ou machin, enfin. Donc, ça donne un peu de contexte et ça donne un petit peu de lien qu'on a beaucoup moins par écrit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris à faire. Et tu faisais ça avec les développeurs et avec le métier? Ou, c'était essentiellement des développeurs? Mon équipe, beaucoup avec les développeurs, parce que, en tant que DevOps, on avait 2 missions principales. On a bossé sur de l'outillage transverse et accompagner les équipes à déployer, à scaler leurs projets. D'accord. Donc on intervient beaucoup en pair sur cette deuxième partie. Et c'est quelque chose qu'on a continué à faire quand on est revenu au bureau après plus d'1 an de Covid. C'est de se dire, en fait, allons discuter avec nos collègues. Ouais. Et on le faisait un petit peu quand on était avant le Covid. Donc on se disait, ok, je vais dans tel bâtiment parce que je veux bosser avec telle personne. Et puis on l'a perdu au début du Covid. Et puis après on s'y est remis. On s'est rendu compte que ce qu'on faisait avant, c'était bien et qu'il fallait continuer à le faire ou le refaire. Ouais, c'est hyper important parce que le texte, c'est vrai qu'on perd. Tu perds vraiment beaucoup quoi. Moi, j'ai bossé dans des boîtes où on faisait quasiment que soit du texte, soit des calls sans vidéo, et c'est dur quoi. Ouais, ça nous est arrivé quelquefois de demander à des collègues, pas à toutes les réunions, mais une fois de temps en temps, ouais, tu veux pas mettre ta caméra là pendant un quart d'heure qu'on se voit, c'est un peu plus humain quoi, si je puis dire. J'ai un collègue par exemple qui la mettait rarement quand il faisait du pair, mais qui l'activait quand on faisait la pause café ou des one-one aussi, pour que ça soit un petit peu plus de lien, parce que on voit que la tête et les épaules, c'est déjà compliqué de transmettre des informations. D'ailleurs à ce propos, après sur l'outillage, voilà. Attends, je continue sur l'outillage. Vas-y. L'outillage, tu demandais qu'est-ce qu'on avait ajouté. Pour moi, il y a quelque chose qu'on a perdu. On a perdu les tableaux blancs.
Ah oui. Les tableaux blancs où tu te lèves, tu prends un tableau blanc, tu fais des dessins à 2 autour et tu discutes. Ouais. Ça, on l'a perdu. Et je me suis retrouvé des fois, j'ai un tableau blanc dans mon bureau chez moi, j'ai la chance d'être assez bien équipé. Et je mettais mon smartphone pour filmer le tableau blanc. Et je faisais des dessins sur mon tableau blanc filmés par le smartphone qui rejoignait le Google Meet. Enfin, c'était infernal. Au bout d'un moment, j'ai fait ça avec l'iPad. Mais au début, je le faisais en filmant mon tableau blanc. C'était ça, on a un peu perdu. Ouais. Et avec les outils de vidéoconférence qu'on avait dans nos salles de réunion, on avait des écrans où on pouvait faire des dessins qui étaient partagés dans les vidéoconf. Ah, ouais. Donc ça aussi, on l'a perdu parce que les écrans sont restés au bureau, quoi. C'est vrai que le brainstorm, en remote, c'est difficile. Quand t'as des trucs un peu complexes à faire, où tu mets 2 personnes ou 3 personnes dans une salle, et puis on y va, on brainstorm une solution ou une architecture ou ce genre de truc. À faire à distance. On l'a refait cet été en juillet. On s'est mis toute l'équipe autour d'un grand tableau blanc dans la salle de pause. Donc il y avait les gens qui passaient prendre un café. Des fois il y en a qui s'arrêtaient, qui nous regardaient parce qu'on a passé 2 heures. On a fini assis par terre autour du tableau blanc à des moments en train de se prendre la tête dans les mains tellement c'était challengeant, on va dire, notre problème. Et c'est quelque chose qu'en remote on l'a pas fait. Ouais. On a fait des discussions à 2, mais pas du brainstorm en équipe entière, et c'est un petit peu une des choses qui nous a manqué peut-être. Ouais, j'ai cherché à un moment des solutions pour le faire, et j'ai jamais trouvé grand chose qui soit vraiment super convaincant, quoi. Faudrait que je cherche. Sur le matos, ça, tu parlais tout à l'heure de prendre les collègues en cam et tout ça. Toi, t'as l'air d'être bien équipé, t'as un micro, un tableau blanc dans ton bureau et tout ça. Est-ce que l'entreprise, elle vous a aidé au point de vue du matos, tout bêtement, ou est-ce que vous avez fait un peu tout seul? Un peu les deux. Le tableau blanc, c'est parce que quand j'ai acheté mon appart, j'ai pris une pièce en plus pour avoir un bureau, donc j'ai un peu fait l'effort de je veux une pièce qui me serve de bureau, et ça fait 10 ans, je regrette absolument pas. Le tableau blanc, j'avais une pièce pour faire de office de bureau, donc j'ai mis un tableau blanc dedans parce que j'aime bien faire des dessins sur tableau blanc. Ça m'arrive de bosser mes plans de conférence, par exemple, sur tableau blanc, je les laisse afficher là pendant une semaine et puis je les amende petit à petit. Le matériel, le micro que tu vois par exemple, c'est des choses que j'ai achetées au fur et à mesure que je donnais des conférences pendant le Covid. Une des toutes premières confs à laquelle j'ai assisté, c'était une conférence de 3 jours qui a basculé un peu dans l'urgence en mode distanciel, et je pense que les organisateurs ont bien lutté pour réussir à le faire. Ouais. Mais du coup, chaque speaker avait son propre micro, et il y avait des micros qui étaient pourris, et il y avait l'audio de certaines salles qui était pourri. Genre imagine une salle de réunion tout en verre avec le son qui rebondit dans tous les sens. Ouais. J'ai fini la première journée de conférence avec des douleurs physiques aux oreilles. Ouais. Pour dire à quel point c'était difficile pour moi dans le public. J'ai aussi les oreilles un peu sensibles. Donc je me suis dit, je veux pas infliger ça aux personnes qui vont venir m'écouter quand je vais donner des conférences, et j'ai continué à en donner pendant tout le Covid. Donc j'ai acheté un petit peu de matériel, j'ai acheté un bon micro, j'ai appris à mettre des couvertures par terre autour de moi, suspendre des vêtements. Si t'étais dans mon bureau, tu rigolerais, il y a des vêtements pendus autour de moi. C'est un peu le moyen du pauvre d'absorber le son, mais je me suis dit que je pouvais faire un petit peu cet effort-là. Et puis pareil, j'ai fait de l'effort sur les lumières. J'ai appris à disposer une caméra pour que ça soit pas trop pourri. Il y a certaines conférences qui envoient du matériel. J'ai eu des bonnes lumières, par exemple, envoyées par une conférence. J'ai d'autres conférences qui m'ont fait essayer mon matériel et qui m'ont dit bon ton micro il est meilleur que celui qu'on t'enverrait, donc on va pas t'en envoyer. Ok. Donc pour ça les conférences m'ont beaucoup aidé, et puis le fait de vouloir faire du bon boulot. Maintenant pour l'entreprise oui a fourni du matériel. Je suis reparti. Le jeudi là, du discours de Macron, je suis reparti avec un clavier en plus ou un touchpad, je sais, non, le clavier, j'ai ramené un clavier en plus. J'ai des collègues qui sont revenus avec des micro-casques aussi pas trop mauvais. D'accord. Parce qu'on savait qu'on allait beaucoup s'appeler par la suite. Moi j'avais mon casque qui était bien, mais j'ai dit à mes collègues allez chercher des casques tant qu'il en reste, parce qu'après il va peut-être falloir un peu de temps pour qu'on en rachète et qu'on vous les livre. J'ai des collègues, on leur a dit que leur audio était complètement pourri, donc ils ont envoyé un message au helpdesk chez nous qui leur a envoyé un micro-casque par transporteur. Ok, donc tous tes collègues on a fait des efforts. Ouais, okay. On avait, au bout de quelques semaines, on avait tous des casques et des micros de qualité satisfaisante. Ok. Et puis le matériel, on avait nos PC, les chaises et autres. L'entreprise nous donne quelque chose pour qu'on s'achète des chaises ou autres. J'ai quelques collègues, j'ai au moins un collègue qui est reparti avec un écran de bureau parce qu'il avait pas d'écran externe chez lui, donc il a fait est-ce que je peux repartir avec un écran sous le bras? On lui a dit oui, tu le ramènes à la fin, mais vas-y. Ouais.
Donc on a été plutôt intelligent, on a plutôt bien géré. Ouais. Ok, donc vous étiez quand même dans des plutôt bonnes conditions, malgré le contexte pandémique. Pour faire Malgré le contexte, oui, on savait que ça allait être difficile parce que confinement et isolation. Enfin, on voyait je crois que c'est l'Italie qui avait 10 jours d'avance sur la France. Ouais. Et quand on a vu que l'Italie confinait, on s'est dit, dans 2 semaines, nous aussi, on est confinés. Donc mon chef a commencé à mettre en place un nouveau VPN, par exemple, parce que notre ancien VPN, il tenait pas 250 employés, il tenait 50 personnes. Ouais. Bon, on a eu un nouveau VPN quelques jours avant le confinement, donc on n'a eu aucun problème, en fait, d'un point de vue informatique. Ok. J'ai lu dans ton article de blog aussi que tu avais fait du recrutement, que tu avais recruté pendant cette période. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu... Alors, tu avais déjà recruté d'autres personnes avant, j'imagine. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour recruter cette personne et quelles sont les différences remote par remote? Quelles sont peut-être les bonnes pratiques, les expériences que tu as, les enseignements que tu as trouvés? Alors effectivement, j'ai recruté avant et pendant le Covid. Enfin, quand je suis arrivé chez Bedrock il y a 4 ans, dans quelques jours, j'étais lead de moi-même. Mon équipe, c'était moi. Et puis petit à petit, je l'ai construit. On est monté jusqu'à 8 personnes en début d'année. D'accord. Des prestataires, c'est des prestats que j'ai recrutés. Donc ça change peut-être un petit peu par rapport à des recrutements CDI auxquels j'ai participé pour d'autres équipes. Mais globalement, les recrutements, ça veut dire des entretiens à distance avec une caméra, un micro et pas en voyant la personne. Ce qui a des côtés assez pratiques peut-être, mais aussi des côtés un petit peu moins pratiques. Par exemple, les personnes qui ont un micro de mauvaise qualité, au moment où ils passent leur entretien, on souffre un petit peu des oreilles jusqu'à ce qu'on leur en envoie un bien quand on les a pris. Ouais. Et ça nous est arrivé. Une chose qu'on a réalisé aussi, c'est qu'on ne voit en caméra que la tête et les épaules des personnes, un petit peu les mains quand elles gesticulent. On voit peu leur regard parce que y a peu de personnes qui regardent directement la caméra, donc on a moins l'impression d'être regardé, donc on se sent aussi moins impliqué. Une fois qu'on le sait, on arrive un petit peu à corriger ce biais et on sait que la personne regarde sa vidéo à elle ou la nôtre, mais jamais la caméra. Donc au bout d'un moment, on arrive à corriger un petit peu ça. Mais malgré tout, il y a des signes qu'on voit pas, les signes d'inconfort, par exemple, la personne qui bat du pied, ou ça c'est un petit peu plus difficile à percevoir. On a fait plusieurs recrutements, j'ai fait plusieurs recrutements dans l'équipe, on les fait systématiquement à 2, que ce soit en présentiel ou à distance, et ça s'est généralement bien passé. On a, dans mon équipe, pas recruté de personnes débutantes pendant le Covid. Ok. Donc ça, c'est peut-être quelque chose dont tu voudras qu'on parle plus tard. Oui. Les débutants et le Covid, peut-être, les débutants et le télétravail. Donc ça nous a aussi un peu aidé parce qu'on avait des personnes qui avaient de l'expérience et qui arrivaient à parler de cette expérience. Là où des fois, recruter des juniors, c'est un petit peu plus difficile. Aussi parce que les juniors ont moins l'habitude des entretiens, peut-être. Ouais. Du coup, sur le recrutement, en fait, ça a pas changé. D'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça a pas changé grand-chose, à part les quelques inconvénients dus à la webcam et tout ça, quoi. Non, ça a pas changé grand-chose, mis à part, notamment sur les premiers, qu'on a eu l'impression que c'était plus difficile de juger une personne. D'accord. Que qu'en la voyant en physique. Et vous faites des tests techniques aussi ou pas? Ça dépend des équipes. Dans mon équipe, je suis plus, j'étais, puisque je ne suis plus lead de mon équipe. Donc j'étais plus sur une approche discussion et en général, t'arrives à peu près à juger ce qu'a fait une personne ou pas en discutant. Okay. J'ai participé à des entretiens où il y avait des tests techniques, oui. Et là, donc j'étais plus en observateur, en numéro 2 dans ces entretiens. Et mon collègue posait des questions au candidat ou à la candidate, éventuellement lui partageant son écran avec les questions écrites, parce que tu comprends mieux les questions des fois quand elles sont écrites que quand elles sont juste lues un petit peu rapidement. Et puis réponse orale, mais quand on était en présentiel, les réponses étaient toujours à l'oral aussi, parce que des questionnaires à l'écrit, c'est quand même pas sympa du tout. Ouais, je suis assez d'accord. Ok, et du coup sur le recrutement, finalement peu de différence, des inconvénients mais peu de différence. Et sur le onboarding du coup, comment est-ce que tu fais pour faire venir rentrer quelqu'un dans une équipe alors que à distance et tout ça? Comment ça s'est passé? C'est là où c'est vraiment très dur. Enfin très très difficile. J'ai des collègues que je n'ai vus en vrai quoi, entre guillemets, que 2 mois après leur arrivée. J'ai un collègue qui est arrivé en novembre et je l'ai vu pour la première fois en janvier.
le jour où un autre collègue est arrivé. Et donc les deux sont allés chercher leur matériel en même temps, parce que le premier en avait déjà. Et on a pris un café, et on est rentré chez nous à la fin du café, qu'on n'a même pas bossé ensemble, parce que c'était encore un moment de confinement, et il fallait pas sortir, tout ça. Enfin, c'était... Donc l'onboarding là-dessus est un petit peu plus difficile. Il est plus difficile pour l'équipe aussi, parce que on va pas tous au resto le midi, et on se raconte un petit peu notre expérience. Donc il faut provoquer ces discussions, forcer des pauses café un petit peu plus longues. On a aussi à des moments forcé des pauses café l'après-midi, genre allez à 16h on va tous prendre un café pour discuter avec le nouveau ou la nouvelle. Okay. Pour essayer de un peu artificiellement faire ce qui se fait quand t'es au bureau, tu te lèves et tout le monde se lève en même temps dans l'équipe quoi, à 16h pour aller prendre un café. Ouais. Donc il y a eu ça. C'est un petit peu plus difficile aussi pour le nouveau ou la nouvelle qui hésite à se poser des questions. Donc quand t'es au bureau en face de la personne et que la personne regarde en l'air pendant 5 minutes en soupirant, tu sais qu'elle a une question et qu'elle ose pas te la poser, donc tu lui fais est-ce que je peux t'aider ? Ouais. À distance t'as pas ce soupir. Donc si t'as quelqu'un qui a l'habitude de poser des questions et qui sait que ça fait partie de son job et qui l'accepte et qui sait que c'est normal de poser des questions, ça va à peu près. Quelqu'un qui ose moins poser des questions, au bout d'1 ou 2 jours où tu l'as pas trop entendu, tu dis bon viens on va bosser en paire toute la demi-journée et puis comme ça on pourra discuter. Et là les questions se posent un petit peu plus dans la conversation. Ouais, ok, c'est ce que j'allais te demander, si vous avez fait du coup des sessions un peu pair programming ou un peu plus... On l'a beaucoup fait, ouais, notamment pas avec la première personne qui arrivait, mais beaucoup systématiquement en fait avec les personnes suivantes. On disait écoute, quasiment toute ta première semaine, on va être en pair, on va bosser ensemble, on va aller aider les équipes ensemble aussi, ça te permettra de découvrir les projets. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on faisait en présentiel en fait, on prenait la personne sous notre aile et on allait avec elle la présenter à nos collègues et discuter. Salut, c'est machin qui nous a rejoint cette semaine. Donc il vient découvrir un petit peu ton projet quoi. Ouais. Faut reproduire ça et faut y penser un petit peu plus quand on est à distance. Ouais, je pense que c'est hyper important, surtout pour les nouveaux, sinon tu peux vite te retrouver complètement paumé à ne pas savoir quoi faire derrière ton bureau toute la journée. Enfin, ça peut être assez isolant quoi comme situation quand t'es nouveau. Oui, ça peut être isolant. Et du coup là t'es de retour au bureau depuis quelques mois, il y a plus trop de Covid chez vous en France et du coup voilà l'activité a repris. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton bilan de cette période avec du pire que télétravail, du télétravail Covid? Et voilà, est-ce que tu retournes au bureau? Est-ce que tu retournes pas au bureau? Alors effectivement, on a fini le télétravail forcé du Covid. On est revenu en conditions normales qui sont en gros 1 jour et demi de télétravail autorisé par semaine. Si on fait le moyenne, ça fait à peu près ça. J'ai tendance à être au boulot quasiment tous les jours. Dans des open space différents selon les jours, parce qu'on est aussi en flex office et du coup la semaine dernière j'étais 2 jours d'un côté du bâtiment, 3 jours de l'autre côté du bâtiment. Ça permet aussi de discuter avec des gens différents, ce qui est un peu dans mon rôle. Qu'est-ce que je tire de 1 an que pire que du télétravail? Déjà si je devais être en full télétravail, peut-être que j'attendrais pas la retraite pour repartir à la campagne. Ah, parce que un appart en ville quand tu y es coincé pendant 1 an ouais. Enfin, la première fois que je suis ressorti après le premier confinement, j'ai fait l'extérieur, qu'est-ce que c'est? Ouais. J'exagère un petit peu, mais je comprends. donc j'ai le bon côté de la ville quand la ville marche bien, j'ai le métro en bas de chez moi, c'est absolument génial. Mais quand la ville marche pas et que tu peux pas sortir, l'appartement c'est un petit peu moins. C'est moins drôle. Donc il y a ce côté-là, ouais. Sur le boulot, je sais que je peux télétravailler à plein temps. Je pense que pour télétravailler à plein temps, il faut une entreprise qui soit engagée dans le télétravail, que ce soit pas quelque chose que certains employés font, mais qu'il faut que ça soit une mentalité de l'entreprise. Ouais. Et je pense que c'est une chose qu'on a imparfaitement fait. On s'est imparfaitement mis au travail asynchrone. On s'est imparfaitement mis à tout le monde est en télétravail. Et je pense qu'on n'a peut-être pas assez profité de cette période pour vraiment tester ce que c'est le full télétravail. Après, on savait qu'on allait retourner au bureau et c'était très clair dès le départ qu'on retournait au bureau quand ça irait mieux. Donc, on n'a peut-être pas fait cet effort ou ce test.
Ok. Maintenant, je retourne au boulot. Bah, j'aime bien séparer chez moi et le boulot, mine de rien. J'aime bien voir du monde aussi au bureau, discuter, faire ma pause au café tous les matins. J'arrive régulièrement assez tôt le matin, d'ailleurs, ce qui me permet de prendre une bonne pause café et de voir plusieurs personnes différentes qui défilent. C'est assez sympathique. Je regrette les moments de concentration que j'avais un petit peu plus facilement chez moi parce que bah suffisait de couper les notifications, il n'y avait pas de bruit. Au bureau, en open space, il y a ça qui est un petit peu plus compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, maintenant, je fais un petit peu à nouveau du télétravail de temps en temps pour m'isoler ou pour me concentrer pendant une journée, quoi. Du coup, t'as augmenté un petit peu ton rythme de télétravail. Avant, tu disais que t'étais à quelques jours par an. Maintenant, t'es à quelques jours par mois. Ouais, c'est ça. Je suis à entre 2 et 4 jours par mois, on va dire, ces derniers mois. Ok. Et pour ça m'est arrivé de télétravailler une demi-journée, donc d'absolument pas gagner en transport, mais de faire une demi-journée de télétravail, par exemple, parce que j'avais une conférence sur la pause midi, un meet-up, et que bah l'audio est meilleur chez moi qu'au bureau, quoi, parce que encore une fois, les salles de réunion en verre, c'est pas terrible pour l'audio. Et alors au sein de ton équipe ou de ton ex-équipe, du coup, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est le même constat pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont partis en full remote à la campagne? Alors il y a personne qui est parti en full remote à la campagne parce que l'entreprise ne le permet pas déjà. Donc non, ça c'est pas fait. Au niveau des retours, j'ai des collègues qui sont retournés au travail plus que moi au départ, donc dès le printemps quand c'est devenu possible de retourner au bureau, mais que c'était pas encore obligatoire. Moi j'ai dit je suis pas vacciné, je reste chez moi, donc je suis resté chez moi, quoi. J'ai des collègues par contre qui sont retournés au travail, certains parce que bah ils avaient envie ou besoin de voir du monde, et d'autres parce que ils avaient pas des conditions de travail parfaites chez eux. J'ai un collègue par exemple qui avait une gamine, bah quand elle était à la maison, c'était pas toujours terrible pour bosser, donc il venait au travail un petit peu plus souvent pour réussir à se concentrer sur ses tâches. Ouais, c'est l'enfer. Moi, j'ai fait le confinement avec 2 enfants à la maison, et effectivement, c'est l'enfer. Voilà. Et puis il était en appartement, donc ouais, c'est encore pire. Ouais, c'était pas toujours facile. Donc tant qu'il y avait le virus et que c'était confiné, bah il restait chez lui, et puis bon bah il faisait un effort de concentration, on va dire, mais quand il a pu retourner au travail, il s'y sentait mieux un petit peu plus souvent. Et puis j'ai d'autres collègues qui étaient en télétravail. Vu qu'on a le droit, en gros, 1 jour et demi par semaine, ils font ou faisaient 1 jour par semaine, 2 jours par semaine la semaine d'après, pour faire une sorte de moyenne. Du coup, c'est ton entreprise qui limite à 1 jour ou 2 par semaine. Est-ce que tu penses que s'il ne limitait pas, il y a des gens qui seraient partis ou qui feraient du full remote ou qui travailleraient? C'est l'entreprise qui limite à, en gros, 1 jour et demi. Sachant que cette règle des 1 jour et demi, elle a été mise en place à peu près au moment où le Covid est arrivé. Donc on l'a jamais testé avant le retour au bureau post-Covid. Parce que avant ça, on était à 0 jour de télétravail, on n'avait pas le droit de faire du télétravail, la maison mère nous empêchait de faire du télétravail. Enfin, dans mon contrat, il n'y a pas de télétravail. Ouais. On en faisait 1 jour par-ci, 1 jour par-là, de façon pas trop officielle. Et nos chefs nous disaient oui, 1 jour par-ci, 1 jour par-là, parce que ça vous arrange, allez-y, quoi, mais abusez pas. Donc à peu près au moment où le Covid est arrivé et qu'on a dit full télétravail obligatoire, bah en même temps on a eu la règle qui s'est mise en place du 1 jour et demi par semaine, ce qui est un petit peu marrant, on va dire. Ouais. Donc en revenant au bureau cette année en juin, on a dit bah on va activer la règle du 1 jour et demi par semaine et voir comment ça se passe. Très clairement, j'ai des collègues qui aimeraient faire plus de télétravail et certains qui, s'ils faisaient plus de télétravail, envisageraient de partir plus loin. Et peut-être que moi aussi, si je faisais plus de télétravail, j'envisagerais de partir plus loin. Enfin, j'ai grandi à la campagne et c'est bien d'avoir un jardin, quoi. Ouais. Ça manque un petit peu, ouais. J'y pense pour plus tard dans ma carrière. Et est-ce que tu sais pourquoi l'entreprise bloque à 1 jour et demi? C'est toujours un petit peu difficile à dire et les raisons officielles sont jamais vraiment très connues, mais je pense qu'il y a un petit peu d'habitude. Et on a toujours fait comme ça, donc on continue, ouais. Et on va y aller progressivement. Et je pense qu'on va y aller progressivement et qu'on va monter. Alors on est en octobre, donc peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine à 2 jours par semaine, voire peut-être 3 jours par semaine. Je pense qu'on ne sera pas une entreprise full remote. Et quand je vois qu'on en a gagné en communication quand on est revenu au bureau, je comprends que l'entreprise ne veuille pas qu'on soit full télétravail. Ouais.
Et autant en communication dans l'équipe, ça se passait bien en télétravail, autant les communications inter-équipe, on a perdu sur les communications inter-équipe. Okay. Et moi qui avait un rôle de lead pendant toute cette période, je l'ai vu même l'année dernière, on est retourné un petit peu au travail en juillet-août l'année dernière. Mais les premiers jours, j'étais au bureau, j'ai pas bossé entre guillemets, j'ai passé mes journées à échanger avec les leads des autres équipes. Tu sais, les discussions machine à café de « Ah ouais, salut Pascal, le temps que je te vois, est-ce qu'on peut parler de ça ?» Mais oui, bien sûr. Ben ça, c'est des conversations, on les a quasiment jamais eues pendant qu'on était en télétravail. Ouais. Donc je comprends que... Enfin, maintenant que j'ai eu un rôle de management, je comprends que le management est un petit peu peur, d'une certaine façon, du full télétravail. Ouais, en fait, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, si tu veux faire une boîte en full remote, il faut vraiment penser l'organisation comme étant une organisation full remote, et puis forcer probablement les équipes à interagir entre elles, à mettre en place des rituels, parce que sinon, effectivement, tu perds en communication à chaque fois, quoi. Oui, et sur une entreprise, enfin, on était plus de 200 au début du Covid, on est 380 maintenant. Ouais. Faire une bascule de toutes les mentalités de toutes ces personnes, ouais, c'est dur. Ça me semble être un chantier incroyable. Au début de l'entreprise, quand on est 4 ou 5, y aller, ça me semble jouable. À quelques dizaines, peut-être, à plusieurs centaines. Après, c'est peut-être moi qui doute. Non, mais oui, je pense que c'est un vrai chantier. Et que tu peux pas le faire du jour au lendemain, le lendemain du discours du président, à dire allez, c'est bon, on y va tous. Ça paraît. En l'occurrence, on l'a fait et on s'est rendu compte qu'on perdait sur certaines choses. Ouais, c'est Dans ça. les équipes en général, ça a assez bien marché. C'est plus l'inter-équipe qui a pêché. Okay. En fait, ouais, toutes les discussions informelles et les discussions impromptues de salut, je te vois. C'est ça qui nous a un petit peu manqué. Ça, c'est compliqué à remettre en place vraiment. Il y a des gens maintenant qui mettent, qui font des espèces d'espaces 3D ou des jeux virtuels pour essayer de remettre un petit peu de la machine à café en fait, où les gens pourraient se rencontrer de manière informelle et pas juste en call. Ouais, il y a plein de questions sur les rencontres informelles et on perd beaucoup quand on en a plus en fait, clairement. Exactement. Après, il y a aussi des choses qu'on a fait et qu'on a conservées. Par exemple, avant le Covid, je faisais assez rarement des one-one avec mon manager parce que on se croisait à la machine à café, quoi. Ouais. Et au moment du Covid, on s'est dit bon, on va en faire vraiment officiellement toutes les 2 semaines. On va caler du temps dans l'agenda histoire qu'on soit sûr de discuter entre nous de ce dont on a à parler. On les a pas enlevés en retournant au bureau. Parce que même si on se revoit à la machine à café, on s'est rendu compte que ce moment d'échange, qui dure plus ou moins longtemps par rapport à la durée allouée, on s'est rendu compte que ce moment d'échange dédié, il provoquait des discussions qu'on n'avait pas à la machine à café. Ok. Et peut-être une dernière question un petit peu sur les méthodes de travail. Tu disais que vous n'avez pas réussi à mettre en place de l'asynchrone, vraiment. Donc c'est-à-dire que pendant ces périodes de Covid, vous étiez toujours sur des 9h-18h à peu près. Enfin, un horaire de travail classique. Et du coup, vous n'avez pas réussi à mettre ça en place pendant le Covid, et puis c'est toujours quelque chose que maintenant vous êtes en présentiel, vous avez. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? On n'a pas vraiment essayé parce qu'on était tous en heure française et on voulait que nos collègues se reposent le soir et le matin, quoi. Donc, on a des environnements de développement qui étaient coupés la nuit et les week-ends. Ils sont restés coupés la nuit et les week-ends parce que bossez pas, reposez-vous, quoi, la nuit et les week-ends. Nos horaires, c'est en gros 8h-19h. Il y a des gens qui arrivent plus tôt et des gens qui partent plus tard, mais ça décale d'1 heure ou 2 le matin et le soir. C'est acceptable, même en présentiel. On a suffisamment d'heures de recouvrement pour réussir à bosser. Et le Covid et le télétravail, c'était pas pour... typiquement, le télétravail tel qu'il est vu aujourd'hui dans l'entreprise, c'est pas pour que t'ailles au parc la journée et que tu bosses la nuit, quoi. En fait, ça aurait pu, parce que, tu vois, typiquement quelqu'un comme moi qui a 2 enfants, qui court dans la maison de 6h du matin à 18h ou 19h, je pourrais bosser pendant la sieste, par exemple, de midi à 15h, et puis ensuite de 19 à, je sais pas quelle heure, 23, ou quelque chose comme ça, quoi. Certains l'ont un petit peu fait pendant le confinement. Donc pendant le télétravail obligatoire, certains ont un petit peu fait ça. D'accord. Mais une fois qu'on n'est plus en télétravail obligatoire, on a dit non, on revient sur un fonctionnement normal. Ok. C'est hyper intéressant. En gros, on a été plus souple pendant le confinement parce qu'on savait qu'il fallait être souple en tant qu'entreprise. C'était normal pour nos collègues d'être un petit peu plus souple. Ouais, ok. C'est hyper intéressant ton expérience parce que donc sur ce podcast, on a beaucoup de gens qui sont très très enthousiastes sur le remote
avec des entreprises qui sont remote first, qui sont souvent des petites entreprises d'ailleurs. C'est souvent la plus grosse boîte qu'on a eue, je pense que ça doit être Lemlist, et ils sont une trentaine, et ils sont remote first depuis le début. C'est une start-up, donc ils sont grossis dans cette démarche-là, et c'est intéressant d'avoir une boîte un peu plus grosse, de voir un petit peu l'impact du Covid et du télétravail sur tout ça. Ouais, et puis quand je disais qu'on est 300, on sort du groupe M6 où on était plusieurs milliers dans le groupe M6, et la règle zéro télétravail, elle venait du groupe M6. Ouais, ça m'étonne pas. C'était un gros truc. Il y a des questions que je pose toujours à la fin de ce podcast. Est-ce que une de ces questions, c'est est-ce que tu auras un conseil à donner à un junior qui veut basculer, qui veut soit commencer sa carrière, soit basculer sur du 100% remote? Alors, on risque d'être un peu vexant pour tes auditeurs habituels si vous êtes full remote sur d'autres interviews. De mon expérience, j'ai commencé à bosser il y a 16 ans, donc j'ai peut-être une expérience de vieux maintenant. Je dirais profitez de votre début de boulot pour aller rencontrer vos collègues et discuter avec eux et avec elles. Je pense que vous aurez beaucoup de conversations intéressantes qui vous apprendront beaucoup pour la suite. Et c'est les premières années où on apprend le plus dans sa carrière. Donc oui, c'est confortable d'être chez soi, mais je pense que c'est intéressant pour votre carrière d'aller parler à des gens et rien que les discussions sur la pause midi, elles vont vous apprendre plein de choses. En fait, toi, si t'avais 20 ans, tu ferais 2-3 ans de présentiel dans une boîte, et puis ensuite tu chercherais des boîtes peut-être plus remote pour essayer d'avoir un mode de vie un peu différent, quoi. Alors, je sais pas si je peux dire ça, puisqu'aujourd'hui je cherche pas une entreprise particulièrement remote. Enfin, je sais que je pourrais bosser dans une entreprise remote maintenant parce que je l'ai fait, mais je le cherche pas plus que ça. Mais je regrette absolument pas les années que j'ai passées à aller au bureau, et c'est aussi pour ça que j'y retourne maintenant. Je sais que ça m'apporte des choses que j'ai pas chez moi. Ouais. Alors aussi en termes de vie sociale entre guillemets, quoi. Ouais, alors il y a un truc que moi j'ai bien aimé, parce que moi j'ai commencé ma carrière comme freelance, développeur freelance, et donc par définition j'étais tout seul chez moi. Ouais, mais t'allais en coworking. Voilà, c'est ça. Et ce qui a changé ma vie au bout de quelques c'est peut-être années, une possibilité, ouais. Voilà, c'est moi le coworking, ça a complètement changé ma vie, quoi, parce que je me suis retrouvé isolé dans mon salon avec plein de gens qui ont le même métier, même si on bossait pas sur le même projet. J'ai appris plein de trucs. Ça c'est peut-être une approche qui serait viable pour un débutant ou une débutante, effectivement, de bosser à distance, mais pas bosser tout seul ou toute seule. Après, est-ce que c'est vraiment ce que t'appelles du télétravail? Enfin, ça dépend où tu places le curseur, quoi. Mais si ton entreprise est dans la même ville que toi, entre aller dans un espace de coworking qui est à 100 mètres de l'entreprise ou aller dans l'entreprise... Ouais, non, il vaut mieux aller dans l'entreprise. Voilà. Après, tu construis du réseau en espace de coworking aussi, mais... Ouais, et puis tu peux bosser pour une boîte lyonnaise en allant dans un espace de coworking à côté, à Fort-de-France, pour moi. Tout à fait. Ok, intéressant. Bah écoute, Pascal, merci beaucoup. C'était super... un super retour d'expérience. Où est-ce qu'on peut te contacter? Je mettrai le lien de ton blog avec l'article en question en description du podcast. Où est-ce qu'on peut te contacter ailleurs? Eh ben, en plus du blog, vous pouvez me trouver sur Twitter, Pascal_Martin. Ok. Et des fois je dis des bêtises, et des fois je dis des trucs sérieux. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Pascal. Salut. Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.